Avec mon invité, en accord avec elle, nous avons décidé d'appeler cette émission Mots dits, mots lus. On joue évidemment ici sur les mots, et donc il ne sera pas question au sens propre, comme je le fais habituellement dans l'émission, de parler des mots dits en un mot. Alors, le sujet de ce soir portera sur l'évolution du lectorat dans le domaine des sciences humaines. Et pour ce faire, j'ai invité une spécialiste en la matière qui est Alia Nefati. Alors, cette dernière a fait des études d'histoire et de philologie orientale à l'Université de Bruxelles. Elle est maître de conférences à la Cambre, qui est une école supérieure d'art à Bruxelles bien connue. Et je vous le disais il y a un instant, notre invitée est particulièrement compétente en la matière puisqu'elle est libraire dans une grande librairie bruxelloise qui se trouve dans la célèbre Galerie des Princes. Voilà. Alors, les thèmes que nous aborderons ce soir sont les suivants. Dans un premier temps, j'interrogerai Alia Nefati sur ce qui peut mener des lecteurs à s'orienter dans telle ou telle direction. Dans un deuxième temps, je lui demanderai quelles sont les tendances lourdes, je dirais, dans le domaine des sciences humaines en termes d'offres et de demandes. Ensuite, dans un troisième temps, nous aborderons la sociologie du lectorat en sciences humaines. Ensuite, j'essaierai d'explorer les autres secteurs qui ne relèvent pas directement de sa responsabilité dans la librairie où elle travaille, à savoir le secteur de la jeunesse, le secteur de l'histoire, le secteur des romans, par exemple. Enfin, deux derniers sujets seront abordés, celui de l'édition en général, en Belgique, en France, et ensuite, il sera question des différents types de librairies et comment la librairie est en train peut-être d'évoluer depuis une vingtaine d'années. Alors, Alia, je vais te poser une première question, qui, comme je l'annonçais en introduction, porte sur le point de départ de la démarche des lecteurs. Qu'est-ce qui, au fond, va orienter le lecteur dans telle ou telle direction? Bonsoir. Alors, le lecteur va être tout d'abord orienté par les émissions littéraires. Les émissions spécifiquement littéraires, comme elles se font de plus en plus rares, ce sera les émissions dites culturelles, que moi j'appelle des émissions un peu melting pot, où on invite un écrivain, un auteur, un cinéaste, un politicien, oui. Mais il y a toujours un propos sur la lecture ou sur les tendances actuelles. Ça, c'est déjà une première manière d'aborder la lecture. Ensuite, il y a tout ce qui est critique littéraire. Dans le jeudi dans Libération, le vendredi dans Le Monde, et puis les revues plus spécialisées comme les magazines littéraires, et puis pour la femme de ménage, dans les petits magazines qu'elle s'achète quotidiennement, elle trouve toujours leur bonheur aussi. Voilà, ça c'est les centres d'intérêt pour la majorité des gens, sans compter les étudiants qui sont obligés de lire certains livres pour l'école. Entendu. Alors, quand tu faisais référence à des émissions littéraires, j'imagine que tu penses essentiellement des émissions littéraires françaises. Par exemple, lesquelles? Mais je pensais surtout à Millefeuille, par exemple, qui est plutôt belge. Plutôt belge, alors, oui. Oui, ou alors à des émissions comme Pivot. Ça a vraiment marqué oui. L'électorat et le choix. Apostrophe et puis Bouillon de culture. Exactement.
Et puis tous ceux qui ont remplacé Pivot assez moyennement. Oui, oui. Et puis alors d'autres émissions comme C'est dans l'air, qui sont typiquement françaises. Ah oui, pour le domaine plutôt des sciences politiques ou les problèmes de société en général. Voilà, donc d'accord. À partir du moment où on accroche sur une thématique par rapport à un invité, bien ça peut mener les gens à acheter un livre sur le sujet. Et d'après ton expérience, est-ce que c'était assez rapide après l'émission? Est-ce que c'est dans la semaine ou les 15 jours qui viennent? Est-ce que les lecteurs, enfin les clients qui viennent dans ta librairie disent « Ah ben j'ai vu la semaine passée ou il y a 15 jours » ou bien ce sont des souvenirs plus lointains? Il y a les deux. Il y a ceux qui viennent directement avec le monde diplomatique en ayant découpé les références exactes des livres qu'ils désirent acheter. Et puis il y a ceux qui ont entendu une émission il y a 6 mois sur telle chaîne et dont il faut se souvenir qui étaient les invités. Et à ce moment-là, Google nous aide beaucoup. Et est-ce qu'il y en a parfois qui, justement, ayant regardé une émission thématique, achètent 1, 2, voire 3 livres sur le même sujet, parce que ces émissions sont littéraires ou politiques, sont souvent polémiques. Alors, est-ce que parfois, ils sont orientés vers 2 livres sur le même sujet, ou bien non, il y a un auteur qui les a vraiment marqués, et se disent, c'est celui-là que je vais lire. Alors effectivement, il y a ceux qui arrivent avec un désir profond de lire cet écrivain ou cette écrivaine en particulier, parce qu'ils sont soit séduits par le charisme de télévision, soit par le langage, soit par le propos du personnage. Et il y a aussi les autres, il y a ceux qui viennent, qui sont beaucoup plus séduits par la thématique et qui veulent un petit peu cerner le problème avec différents auteurs, éventuellement de différentes tendances, qui lisent pas toujours la même chose et qui veulent se faire une idée propre sur le sujet. Donc il arrive assez fréquemment que les gens achètent 2, voire même 3 livres sur la même thématique. Ah mais ça c'est intéressant. Alors deuxième thématique maintenant, et qui constituera, je dirais, l'essentiel de notre échange ici, c'est celui des tendances que moi j'appelle lourdes, même si le terme n'est pas tout à fait adéquat, les tendances importantes que tu vois se dégager depuis une dizaine d'années dans les publications concernant les sciences humaines et dans les intérêts des lecteurs. Depuis une dizaine d'années, dans le secteur qui est le tien, c'est-à-dire les sciences humaines qui, je le rappelle, couvrent, je dirais, la sociologie, anthropologie, la philosophie, la psychologie, sciences de l'éducation, psychanalyse, même un peu le droit et l'économie, et peut-être d'autres secteurs qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit. La religion, bien entendu. Hein. L'anthropologie, ça je l'ai dit. Je l'ai dit. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu si tu vois entre ces différents secteurs des secteurs qui montent, je dirais, des valeurs qui montent, et d'autres au contraire qui sont en train de descendre, et peut-être faire un rapprochement avec les thématiques liées à l'actualité, par exemple les phénomènes écologiques dont on parle beaucoup depuis 3 ou 4 ans. Alors à ce niveau-là, on a 2 types de lectorat. Il y a ceux qui suivent l'actualité et effectivement, il y a des mouvances très fluctuantes selon l'actualité, comme par exemple l'environnement. Dès que l'actualité parle énormément d'environnement et d'écologie, les gens ont envie d'acheter beaucoup de livres à ce sujet. Il fut tout un temps aussi où il y a eu pas mal de livres concernant la bioéthique, parce qu'il y a eu justement cette discussion jusqu'où peut-on aller dans le clonage, et c'est aussi parfois des spécialistes qui se répondent par livres interposés. C'est par exemple le cas en religion. On a aussi eu un boom sur les livres économiques ces derniers temps, voire même des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à l'économie, qui se sont mis à lire de l'économie, et des écrivains, des économistes qui ont commencé à écrire aussi dans un langage beaucoup plus accessible. Comme Stiglitz peut-être non, je dirais plutôt Naomi Klein pour la stratégie du choc, nos logos, Boutan aussi.
Mais Stiglitz, ça se vend pas spécialement bien. Non, c'est parce que Si, je si, me dis si, que si, parce que si, comme si, il est si. prix Nobel et j'ai vu qu'il publie presque chaque année un ouvrage quand même de vulgarisation Si, où il ce- vulgarise ses idées à lui qui sont peut-être pas celles de la pensée dominante, mais il est lisible en tout cas. Il est lisible, il se vend bien, mais il y a Oui. encore un petit blocage psychologique pour certains lecteurs Ah oui. de se dire c'est un prix Nobel, donc Tandis que Naomi Klein, c'est vrai voilà. qu'elle est journaliste. Elle, hein. elle est journaliste et elle a journaliste, écrit oui. un livre choc qui s'appelle Oui, oui. La stratégie du choc d'ailleurs. Oui. Et ce sont des tendances. Ça, c'est les différentes tendances quand il y a eu. Mais ce sont des tendances qui, en sciences humaines, en général, suivent plutôt les actualités françaises. C'est ça. Maintenant, en histoire, puisqu'il y a l'actualité au rez-de-chaussée chez nous, Oui. vont beaucoup plus suivre l'actualité belge et ça va se cantonner à la Ah, politique ouais, belge. bien sûr. Tandis qu'en France, on va voir l'environnement, la bioéthique, l'économie, les Oui. banlieues, la société. Ça va C'est toucher à tout. Ouais. Quand on regarde sur la Belgique, on est pour le moment, en tout cas actuellement, avec des livres que chaque parti écrit en essayant de défendre son programme et sans doute de se faire sa place politiquement ou de conforter sa place politiquement. Mais les sciences humaines sont justement intéressantes parce qu'il y a eu aussi une vague, notamment quand il s'agissait de la thématique de la bioéthique, où il y a eu pendant plusieurs mois, si pas un an ou deux, des livres sous forme de dialogue qui ont d'abord beaucoup plu au lectorat parce que c'était beaucoup plus facile d'accès, et puis ils avaient en même temps deux tendances, un philosophe et un économiste, un philosophe et un psychanalyste. Et ça ouvrait pour les lecteurs un champ de vision beaucoup plus grand en faisant des interactions entre deux domaines. Et ce sont des choses qui ont très très bien marché. Et bon, quand on est dans le milieu du livre, on voit aussi comment certains écrivains se répondent. Albert Oui. Jacquard a écrit un livre sur Dieu qu'il a intitulé Dieu, point d'interrogation. Un de ses amis a écrit un livre intitulé Albert, point d'interrogation. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Bon, alors, nous qui savons que Albert Jacquard Ah oui. a écrit Dieu, etc., ça nous donne évidemment envie de lire le Albert. Oui, oui. Mais ce n'est pas systématique si les deux livres ne sont pas mis côte à Ah côte ouais. sur la table. Donc vous vous arrangez justement pour Mais que les les- rapprochements puissent se faire aux yeux des lecteurs. Oui, les tables Voilà. ne sont pas organisées de façon anarchique. Non, 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 non. mais ça, Excusez-moi c'est du terme. oui, non, mais ça c'est le rôle du libraire, justement. Mais justement, Ça va en être pensé, essayant, voilà. en essayant d'avoir quand même un lien ou en tout cas une connexion entre les deux, voir si un livre va pas en appeler un autre. C'est ça. Voilà, c'est ça. ça, je dirais que c'est la grande évolution dans les sciences humaines. Donc, suivre les actualités, c'est franco-français, c'est sûr, mais en même temps, c'est extrêmement riche de pensée et d'ouverture d'esprit. Et alors, dans le domaine de la philosophie et de la religion, est-ce qu'on sent là aussi que l'actualité, comment dirais-je, est assez prégnante et que, par exemple, les tables consacrées à la religion ou aux religions ont tendance à appeler justement des lecteurs, parce qu'on parle par exemple beaucoup du fondamentalisme ou des choses comme ça. C'est-à-dire que en religion, en tout cas ce qui concerne les trois monothéismes, donc la religion juive, chrétienne et musulmane, ce sont pas des lecteurs convertis, si je peux utiliser ça, les oui, termes. oui. Ce sont des gens qui ont toujours lu des livres à ce propos, Oui. qui restent de façon très sectaire dans leur domaine. Ceux qui lisent des livres de religion catholique vont C'est lire systématiquement Tout ce que le pape, tout ce que le pape les a pontifiés, écrit. ou des évêques célèbres. Voilà. Alors il y a quand même une frange qui s'intéresse aux autres et qui est malheureusement une minorité. Maintenant qu'on parle beaucoup de fondamentalisme, on parle énormément de fondamentalisme musulman, mais pas des autres. Donc ce qui fait que la production au niveau de la religion musulmane est très forte et elle est lue de façon, je dirais, tendancieuse. C'est-à-dire que c'est plutôt la polémique qui va mener le lecteur à lire quelque chose sur l'islam que vraiment l'intérêt ou une manière plus sereine d'aborder un autre monothéisme. Ça, je pense que c'est
presque normal parce que les gens ne sont pas éduqués aux autres religions et ils ne sont pas informés correctement sur les autres religions. Donc je dirais que pour la religion catholique, c'est d'un classicisme, pour la religion juive aussi, et musulmane, ça va plus se retrouver dans l'actualité politique oui, c'est bien ce qui me en semble religion. Aussi, en général, Voilà. quand je vais au rayon religion, il me semble qu'effectivement, autant pour la religion chrétienne, donc pas seulement catholique, mais aussi bien les protestants par exemple, ou la religion hébraïque, on trouve des ouvrages plus théologiques, alors que pour la religion musulmane, c'est toujours en lien effectivement avec le regard sur l'islam ou la polémique. Ça me frappe assez fortement. Je crois que les gens sont... mais je crois qu'il y a... Enfin, c'est un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une approche par rapport à la théologie, je crois, musulmane, alors que pour la religion catholique et juive, parce que bon, elles sont peut-être plus liées, là, ça attire... En tout cas, me semble-t-il, il y a plus de publications. Maintenant, je ne sais pas si ça attire plus de lecteurs, parce que moi, je ne me rends pas compte du temps que restent certains ouvrages sur les tables. Il y en a peut-être qui partent très vite, où il y a un renouvellement fréquent, et d'autres qui sont là pendant 3 mois. Et alors, on a l'ouvrage, parce que bon, il faut l'avoir dans la librairie, et pour autant, elle ne se vend peut-être pas bien. Mais ça, évidemment, ça c'est toi qui peux apporter peut-être une précision par rapport à ça, parce qu'un lecteur comme moi ne peut pas s'en rendre compte, évidemment. Mais en fait, les livres ont du... Est-ce que ça tourne? Est-ce qu'il y a quand même des secteurs dans le domaine des religions où vraiment on doit fréquemment faire de nouvelles commandes pour alimenter, je dirais, telle partie de la table, et d'autres, au contraire, qu'on laisse là parce qu'il y a une certaine intégrité intellectuelle de la librairie, où on se dit, mais voilà, il faut quand même avoir un échantillon suffisant, parce que ça peut peut-être intéresser un certain nombre de clients potentiels, mais des livres qui restent là, et puis voilà, qui ne se vendent pas, quoi. Non, les livres qui restent là et qui ne se vendent pas, ça ne tarde pas beaucoup. Ah, voilà, c'est ça. Ils retournent chez l'éditeur comme un vendu Non. Ah non, c'est ça. Non, ils ont d'abord un temps de vie sur les tables, c'est-à-dire qu'ils ont une plus grande visibilité pour le lecteur, et puis ils vont en rayon. Ils ont un temps de vie de rayon aussi. Ah, oui, on ne les jette pas tout de suite parce qu'ils ne se vendent pas le premier mois ou le deuxième mois. C'est une question de... peut-être un peu naïf, et peut-être qu'il ne me regarde pas, mais qui regarde essentiellement le libraire. Mais au fond, quel est le temps de vie sur une table, en gros, ça des secteurs, je n'en sais rien, et le temps de vie en rayon, par secteur, en gros, c'est quoi? En gros, pour avoir une petite idée. Mais c'est pas vraiment par secteur, en fait, parce qu'une librairie fonctionne... de façon différente. Il y a des livres que l'on achète et que l'on achète de façon ferme. Oui. Et puis il y a des dépôts qui se font, donc un laps de temps de 1 an. S'ils se vendent bien, on les prend comme ferme. Oui. Et puis on a aussi ce que je dirais notre vitrine intellectuelle, c'est-à-dire des livres qu'il est indispensable d'avoir parce que on a envie d'aider les petites maisons d'édition, parce qu'ils sont érudits, parce que les gens ne les trouveraient pas, peut-être... Voilà, ça fait partie de la politique de la librairie aussi. Voilà. Donc d'essayer quand même de garder un livre de philo qui ne se vend qu'une fois par an. C'est pas comparable à un livre de sociaux ou d'anthropologie qui se vend qu'une fois par an. La durée de vie est différente, je dirais, selon à la fois l'édition, le nombre d'exemplaires que l'on édite et la durée de vie en librairie. Il est un fait évident aussi que, comme c'est un domaine beaucoup plus pointu et que les gens trouvent leur bonheur là, on est attentif au fait que des livres pas commerciaux, entre guillemets, peuvent rester chez nous et ont droit à une place et à une existence, parce qu'un jour, ils rencontreront le lecteur qui sera ravi de les trouver. Voilà. Sachant qu'il ne peut pas le trouver ailleurs, parce qu'il y a d'autres librairies qui sont plus grand public. Et voilà. Et on sait que ce sera dans cette librairie-là en particulier, que je n'ai toujours pas citée, que je vais essayer de ne pas citer. C'est difficile. La politique de la radio, c'est de ne pas faire de publicité commerciale. Voilà, tout simplement.
Alors, on n'a pas encore parlé des revues, au fond, parce qu'il y a quand même une partie revue, quand même, dans le secteur des sciences humaines. Dans quel secteur des sciences humaines les revues se vendent-elles le plus facilement? Est-ce que ça correspond au livre, ou là, on remarque qu'il y a quand même une petite nuance à apporter pour les revues? Oui, c'est une question qui n'est pas prévue, donc parfois nous sommes nous travaillons ici à bâton rompu, hein, c'est ce que les auditeurs aiment bien d'ailleurs, et alors ça m'intéresserait de savoir au fond, est-ce que ce sont plutôt les revues de psychanalyse ou de sociologie ou d'anthropologie qui se vendent bien ou moins bien, et s'il y a justement une distance par rapport aux livres du même secteur qui se trouvent au même niveau. Alors, pour les revues, il est un fait indéniable que dans la librairie où je travaille, en sciences humaines, c'est la psychanalyse qui est au haut du palier. C'est ça. La psychanalyse, d'ailleurs, on dit en riant, excusez-moi pour les psychanalystes, que dès que 4 psychanalystes se retrouvent ensemble, ils inventent une revue. Ils créent une revue. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, les revues ne sont pas toujours en parallèle au livre. Elles ont une ligne de conduite avec un esprit. Alors, en ce qui concerne la psychanalyse, c'est la psychiatrie, l'antipsychiatrie. Je dirais que ce serait des tendances. Oui. Et ces tendances-là, eh bien, fait que au plus il y a de personnes, au plus il y a de regroupements, au plus il y a de tendances. Mais il y a des revues en psychanalyse qui sont ferme et durable, et que les psychanalystes et même les étudiants en psychologie suivent. Oui, des revues qui ont 40, 50 ou 60 ans. Sur plusieurs années. Oui, c'est ça. Voilà. Et là aussi, ce qui intéresse le lecteur dans la revue, c'est plusieurs têtes pensantes dans le même livre. Oui. Ou plusieurs thématiques différentes dans le même livre, dans la même revue, excusez-moi. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est aussi intéressant pour les gens qui font de la recherche, les gens qui ou leur domaine de professionnel. Hein, voilà, je pense que vraiment. Alors en philosophie, il y a aussi pas mal de revues, et là, elles sont plus pointues, beaucoup plus pointues. Donc quand c'est peut-être plus difficile pour un lecteur de lâcher un livre de philosophie et de s'attaquer à une revue. Il va d'abord penser qu'il va devoir s'imprégner d'énormément de philosophie avant d'atterrir sur une revue, quoique ces dernières années, on a des revues qui sont assez accessibles, super bien faites et qui se vendent vraiment très très bien et qui permettent une ouverture à une certaine pensée philosophique sans avoir fait de la philosophie. Les gens pensent toujours qu'il faut avoir fait la philosophie pour lire les livres philosophiques. Et puis il y a ce magazine, magazine Philosophie Magazine, c'est ça qui sort depuis 2 ou 3 ans. Exactement, ça que je pensais, oui. Qui se vend même dans les librairies de quartier, parce que ça me chez les buralistes, aussi. Oui, ça se trouve là aussi. Oui. Eh bien, c'est justement cette revue-là que je pensais en particulier, parce que elle est accessible. Ils font toujours un petit folio à l'intérieur sur un personnage philosophique dont il détaille la vie, les œuvres, les contradictions. Alors une fois c'est Spinoza, une fois c'est Heidegger, une fois c'est Kant. Mais c'est une revue que je vends même à des gens qui ne lisent pas de livres de philosophie. C'est ça. Ce qui me frappe aussi, c'est quand je vais chez les buralistes, là aussi, on trouve de plus en plus des numéros spéciaux de revues qui ne sont pas du tout spécialisées dans ces domaines-là, dans le domaine des sciences humaines. Par exemple, des hors-séries du Point, le Point, consacré à une thématique à partir d'un certain nombre de philosophes ou de théologiens ou dans le domaine de la pensée religieuse, ou des numéros spéciaux hors série du Nouvel Observateur consacrés à Spinoza, à Rousseau. Depuis quelques années, ça me frappe. Oui. Vraiment. Mais parce que depuis quelques années, ce sont des revues et des magazines qui marchent très très bien, parce que justement, leurs hors-série, que ce soit Manière de voir ou Point, sont très bien ciblés. Les textes sont très bons aussi. Et une fois de plus, ça permet, pour la modique somme de 5 ou 6 euros, je crois, d'avoir un réel bagage. Par exemple, je me souviens avoir bien vendu Le Point concernant toutes les mystiques d'Extrême-Orient, ou bien sur Spinoza. Mais ce sont des choses aussi faciles à apprendre.
On prend dans le train, on peut tourner les pages, on peut les croquer. Oui, oui. Ça reste une Et puis ce revue sont des pour, articles très courts en général, hein, 4 pages. Oui. Et puis il y a 4 pages sur un autre penseur. Voilà, c'est résumé. Et puis les textes sont très aérés avec une ou l'autre image, illustration. Donc c'est facile à lire, je veux dire. Oui, tout à fait. Par exemple, avec mes étudiants à la Cambre, on travaille parfois sur une manière de voir hors série, sur une thématique bien particulière, parce qu'alors elle englobe tout. Il y a des graphiques, il y a des études sociologiques, il y a l'historique qui amène au débat. Et puis il y a les différents penseurs à ce propos, ce que l'un ou l'autre a écrit. Et donc on a l'impression qu'on a un résumé de 6 ou 7 livres qu'on aurait dû lire. Oui, oui, tout à fait. Avec évidemment les références, et on peut approfondir si on a vraiment réellement envie de lire un livre, mais c'est une approche très englobante, et dans la vie actuelle, je pense, comme les gens sont terriblement pressés, ils aiment bien avoir tout de suite le best-of, quoi. Oui, et puis tout de suite le résumé aussi. Oui, donc c'est en quelque sorte un long résumé, qui leur permet de parler de la chose tant d'un point de vue sociologique que philosophique, qu'anthropologique, d'en faire des conclusions, d'en faire des rapprochements. Et moi je ne suis pas contre, parce que je trouve toujours que ce sont des moteurs pour développer la pensée des gens, la manière de réfléchir et de penser le monde dans lequel on vit. Tout à fait. La seule chose, et on ne va pas s'attarder là-dessus, parce qu'on va passer au 3e sujet, mais que je reprocherais peut-être à manière de voir, c'est que bon, ce sont donc des extraits d'articles du monde diplomatique, mais ils remontent parfois très loin. Il y a certains articles qui sont datés. Ils reprennent parfois des articles qui remontent jusqu'aux années 70. Alors ça fait parfois 40 ans, et quand ce sont des sujets de société qui étaient passionnants à l'époque et qui restent passionnants, moi, ça m'intéresse parce que je suis historien, bien entendu. Mais quand on prend, par exemple, le thème, je dis n'importe quoi ici, allez, la violence, je dis n'importe quoi ici, ben, on retrouve également des articles des années 70, début des années 80. Moi, ça m'intéresse. Mais il faut peut-être mettre en garde peut-être les étudiants, mais regardez bien la date, comme ce sont des extraits. C'est passionnant, mais il faut bien voir la date parce que c'est la problématique il y a 30 ans. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant au 3e thème que je voulais aborder avec toi. C'est le problème de la sociologie du lectorat dans le domaine des sciences humaines. Donc, à la fois, d'abord, en termes d'âge, est-ce que l'on voit que il y a certaines tranches d'âge qui s'intéressent plutôt à un type de sujet qu'à un autre? Est-ce qu'il y a éventuellement une certaine stabilité depuis une dizaine d'années? Comment vois-tu un petit peu les choses par rapport à ça, par rapport au secteur dont tu es responsable dans cette librairie dont on n'a toujours pas cité le nom? Bravo. Donc, en fait, le terme est très... je veux être un petit peu humble parce que je n'ai pas fait une sociologie du lectorat en Belgique. Non, mais en termes d'impression, dans ta librairie, que ce soit clair pour les lecteurs. Ça n'engage que moi. Je n'ai pas invité ici une sociologue de la lecture, mais quelqu'un qui a d'expérience pratique sur le terrain. Par contre, si vous voulez des vraies statistiques, vous pouvez toujours lire Sociologie de la culture de Chantal Lafarge et Monique Ségré. Chez quel éditeur? Chez La Découverte, c'est la petite collection Repères qui coûte 11 €. Et c'est de nouveau franco-français. Donc je ne pense pas, enfin du moins d'après ce que j'ai pu un petit peu tapoter, qu'il y ait eu une étude similaire pour les lecteurs belges. Mais je peux me tromper. Donc quand j'ai parlé du lectorat, ça n'engage que moi. Donc chez nous, ce que je remarque, c'est qu'il y a très peu de jeunes, malheureusement. Les sciences humaines sont encore un domaine où les gens ont peur de venir poser des questions, demander un livre. Je parle de la jeunesse, c'est-à-dire je dirais 14-18 ans. 14-20 ans. Ah oui, mais là, ils sont très jeunes. Voire même au-delà, puisque nous avons encore j'imagine qu'en sciences humaines, il n'y en a pas à cet âge-là. Que 14-18 ans, ou vraiment moins d'avoir l'un ou l'autre élèves précoces, mais parce que ce sont quand même des ouvrages assez pointus que l'on trouve.
Oui, mais même une fois qu'ils ont entamé l'université, c'est encore maman qui téléphone ou papa qui téléphone. Ça c'est étonnant. Par contre, pour commenter certains très précoces, autant je trouve que d'autres sont un peu des tanguis entre guillemets. Voilà, il y a certains tanguis qui rôdent dans les parages. Mais bon, en tout cas pour le lectorat en sciences humaines, je peux dire que à peu près de 25-30 ans à 80 ans, c'est stable. 80 ans, pardon, c'est stable. Je dirais que plus on se rapproche de 25-30 ans, ce seront plus des gens qui vont s'intéresser à la société dans laquelle ils vivent, donc ils vont beaucoup plus s'intéresser aux livres de sociologie, d'anthropologie et éventuellement de la psychopédagogie. Donc un peu ce qui est en devenir de la société, un peu de la politique, comment fonctionne notre monde, où on met les pieds. D'ailleurs, à ce propos, pas mal de petites éditions, mais on en parlera tout à l'heure, se sont ouvertes à ces sujets et probablement que ces jeunes-là se sont engouffrés dans ce genre de lecture parce qu'elles sont un peu contestataires. Et on a toute une frange aussi d'universitaires, de professeurs d'université à la retraite qui sont beaucoup plus, je dirais, dans 60, 70, 80 ans. Tu peux mettre. Il y a bien une liaison. Oui, 80 ans. Oui. Et bon, là, c'est vraiment la philosophie et la politique. Là, c'est vraiment. Ils ont vraiment un débat, je dirais même philosophico-politique, parce que l'un ne va pas sans l'autre pour eux. Alors, oui, effectivement, c'est un peu paradoxal, parce que j'ai l'impression qu'il y a un éveil. Il y a un éveil qui se fait tard, parce que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui viennent dans les sciences humaines. Et ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les étudiants arrivent encore à nous dire, voilà, je dois choisir dans cette liste 2 livres à lire, donnez-moi ceux qui ont le moins de pages. Donc c'est déjà un inintérêt total par rapport à ce qu'on a envie de lire. On n'a pas envie d'y passer du temps et on sent que c'est une obligation. Ça veut dire qu'on n'a pas donné l'amour de la lecture et on ne choisit pas un livre comme ça. Bref, en général, je pense que les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Ça, effectivement, sociologiquement, c'est prouvé. Par contre, le type de lecture sont différents. Les femmes vont plutôt choisir tout ce qui est classique. Elles vont Flaubert, Balzac, Rimbaud. Les jeunes vont avoir plutôt tendance à aller vers des choses inconnues qui seront plus de leur génération, leur parlant plus de leurs problèmes. Beaucoup de jeunes qui viennent chez nous quand même sont accrochés à la BD et aux science-fiction, donc encore dans un monde assez imaginaire, mais pas vraiment dans les sciences humaines pures et dures. Donc voilà, alors notre librairie, dont on ne citera pas le nom, a une particularité aussi, c'est que nous avons une clientèle extrêmement fidèle et que le rapport avec nos clients fait qu'on termine par les connaître, par connaître leur profil, sans même... Est-ce qu'il y a des clients que vous suivez comme ça sur 20-30 ans ou... Oui, enfin, oui, non. Et en tout cas, sur les 12 ans que je suis là... Oui, non, mais je parlais pas de toi en particulier. Je dis, est-ce qu'il y a des vieux clients, quoi, je veux dire Oui. Et non seulement ils sont habitués, mais on sait ce qu'ils aiment lire, on sait ce qu'ils attendent, et parfois même on prévoit déjà à l'avance qu'ils vont acheter tel livre, ou ils nous disent à l'avance si un livre d'un tel auteur sort, vous me le gardez. Donc ils ont vraiment leurs habitudes et leur créneau aussi de lecture. Vraiment, il y a des gens qui sont complètement fous de Bourdieu et achètent tout de Bourdieu, mais la moindre revue qui sort où il y a le mot Bourdieu, il faut le regarder. Ça, je dirais que ce sont les très bons lecteurs, parce qu'ils achètent beaucoup, dans le sens où ce n'est pas acheter commercialement pour acheter, c'est vraiment par intérêt et pour suivre du début jusqu'à la fin la vie d'un auteur. Et ça a été par exemple le cas pour Lévi-Strauss, pour Bourdieu et pour certains philosophes. Et
Et ça, c'est très, très enrichissant pour nous aussi, parce que on termine par parler quand même un minimum de l'auteur, de son ouvrage. Et moi, j'apprends énormément des clients aussi, parce qu'ils arrivent avec un beau bagage et parfois beaucoup d'humour aussi. Et alors, tout à l'heure, tu parlais, en parlant des jeunes, là, est-ce que tu sens quand même que par rapport à la génération, même si tu n'exerçais pas dans cette librairie-là, à la génération, une génération plus ancienne, je ne vais pas mettre de date là, dans ce cas-là, est-ce que tu as l'impression que les jeunes sont vraiment moins politisés, comme on le dit? C'est-à-dire, est-ce que dans le domaine des sciences politiques, mais je ne parle pas d'un point de vue technique, hein, je ne parle pas des ouvrages de sciences politiques qui réfléchissent sur le fonctionnement de la Constitution belge ou quoi, qui c'est de la science politique pure, mais dans le domaine de la politique, alors disons, est-ce que tu as l'impression que tout ce qui concerne, je ne sais pas moi, l'extrême gauche, par exemple, qui au siècle précédent attirait peut-être plus de jeunes, est-ce qu'on sent vraiment une désaffection ou pas, selon toi? Tout à l'heure, on échangeait quelques propos concernant des ouvrages peut-être un peu plus subversifs. Et ces ouvrages ont eu un certain succès? Oui, ces ouvrages ont un certain succès, de par le fait que déjà, ces jeunes qui ne lisent pas des livres érudits, mais qui sont plutôt contestataires par rapport à la société ou la politique que l'on mène, vont parfois créer eux-mêmes des groupes pour créer une édition et pour faire valoir leur écrit. Ça existe, entre autres... Tu peux citer, entre autres, l'ouvrage dont tu me parlais tout à l'heure, ou le sujet, peut-être pas le titre précis, mais le sujet. Il y a un ouvrage comme ça qui a été fait par quelques étudiants de l'ULB, mais malheureusement ma mémoire me fait faillite. Mais par contre, il y a un autre petit ouvrage qui s'appelle Hiatus, qui sont des études sociologiques, qui a été formé comme ça par un groupe de jeunes, et qui tient le coup. Le coup. Alors, comme ils n'ont pas de distributeurs, etc. Ils font un dépôt chez nous, on les soutient, on met leurs livres en évidence, on essaie. Oui, c'est ça. Et là, je pense que et je veux dire, ça se vend. Que ça a pris, oui, ça se vend. Ça se vend, et alors, après, ça fait un bouche à oreille parmi les spécialistes. Donc, ceux qui sont vraiment des sociologues purs et durs savent que ça existe et savent que ça existe chez nous parce qu'on l'a mis en évidence. Il y a par exemple le Comité Invisible qui a été édité par la L'Insurrection qui vient. L'Insurrection qui vient, qui est un petit livre. Bon, alors une fois qu'on l'a lu, on peut un petit peu deviner qui est là derrière. On a dit que c'était Julien Coupat ou le groupe de Julien Coupat, je ne sais pas. Comment? Éric Hazan aussi. Ah, je ne sais pas. Non, parce qu'on avait parlé de Julien Coupat à un moment donné. Oui, enfin bon. Mais enfin bon, oui. Mais voilà, des choses comme ça intéressent les jeunes. Mais ceux-là, on n'a pas besoin de les attirer vers la librairie. Ceux-là, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sont déjà politisés en soi. Leur vie, à l'intérieur, soit... Mais enfin, il n'en demeure pas moins que ton rôle est de faire connaître ou de faire découvrir peut-être à des lecteurs quelconques, je dirais, des auteurs ou des livres qui pourraient répondre à leur attente et qui n'auraient pas eu la diffusion qu'ils mériteraient dans le grand public, par exemple. Tu pourrais leur dire, ah mais voilà, justement, par rapport à votre intérêt, regardez, il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser parce que... Oui, c'est ce que j'ai fait avec l'insurrection qui vient, qui ne vient jamais d'ailleurs. Il ne faut peut-être pas trop le dire. Je l'attends toujours. Voilà. Maintenant, sur le plan purement économique, est-ce que tu sens des fluctuations dans les achats, par exemple depuis octobre-novembre 2008, même si, je dirais, ça affectait essentiellement les bourses à ce moment-là, mais il a fallu peut-être attendre 1 an pour que le porte-monnaie de la ménagère s'en ressente, mais disons depuis peut-être 1 an, est-ce que les gens achètent moins ou autrement, peut-être des formats plus réduits, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, la crise s'en ressent parce que la librairie, le livre en particulier, est
un moyen culturel, une activité de plaisir, de distraction, autant que le cinéma ou le théâtre. Donc c'est effectivement là qu'on va d'abord se priver, si je peux dire quelque part, en faisant des économies. Alors il y a ceux qui effectivement font de lourdes économies parce que leurs budgets sont assez peu élevés, et puis il y a aussi une autre forme de faire, une autre manière de faire des économies, c'est que les gens ont envie de continuer à lire, mais ne s'intéressent moins aux grandes éditions, aux grands formats, vont plutôt vers le livre de poche, achètent peut-être moins de livres d'art parce que c'est cher et que ce n'est pas des priorités pendant l'année, mais plutôt pendant les fêtes. Donc oui, effectivement, là, on ressent aussi qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de chèques livres. Donc une manière de faire des cadeaux sans en faire vraiment. Ou plutôt, oui, on en faisant quand même, mais c'est une manière aussi de... Et est-ce que tu as senti également que dans l'offre proposée par les éditeurs, il y a une tendance justement à produire des livres pour l'instant un peu moins chers, puisque la demande ne suivrait pas, c'est-à-dire que plutôt que de publier des ouvrages très luxueux ou des gros volumes, est-ce qu'on publie maintenant des ouvrages qui correspondent justement à ce que les clients potentiels sont capables de sortir de leur porte-monnaie, justement? Oui, tout à fait, parce que il y a deux secteurs où pendant des années le livre était très très cher pour les étudiants et pour le commun des mortels d'ailleurs. C'était le droit, qui reste d'ailleurs assez difficile d'accès. Les livres de droit sont très très chers, et les livres de philo où il y a eu un effort considérable pour justement faire des petites éditions, des livres de poche, des extraits, des textes qui deviennent tout à fait abordables. Donc on ne peut plus le dire pour la philosophie, oui mais c'est des livres chers. Non, on peut trouver l'équivalent pas cher et même très très abordable. Je pense tout simplement à Folio Plus qui a fait une série de petits folios spécialisés en philosophie, avec en plus un dossier pédagogique s'il faut traiter le thème pour l'école ou pour l'université ou même pour soi-même. Mais ce sont des livres tout à fait accessibles financièrement. Donc on sent que la crise ne s'est fait sentir que cette année, mais elle est là depuis un certain nombre d'années pour un certain budget. Donc ils essayent de continuer à vivre en maintenant leur degré leur niveau de vie sans trop perturber, mais malgré tout on voit il n'y a rien à faire, qu'il y a plus de production de poche et l'électorat va aller plus vers les poches. En tout cas cette année ça s'est fait ressentir. Les gens préféraient offrir même à Noël 5 ou 6 poches dans un même emballage cadeau plutôt qu'un gros livre cher qu'on offre à Noël et qu'on ne regarde plus de toute façon. Donc il est peut-être quelque part préférable d'avoir 5 poches qu'on lit qu'un grand beau avec plein d'images qu'on feuillette qu'une fois. Entendu. Voilà. Et tiens, dans le domaine de la philo, est-ce qu'il y a des secteurs qui se vendent mieux? Parce que bon, j'imagine qu'il y a toujours eu des secteurs beaucoup plus durs, je sais pas, la métaphysique, j'imagine que l'éthique ça se vend mieux que la métaphysique, et des auteurs, des philosophes grand public, hein, je pense à quelqu'un comme Onfray dont on parle beaucoup. Le fait que justement sa contre-histoire de la philosophie soit publiée en poche, est-ce que ça lui permet d'avoir une beaucoup plus grande diffusion? C'est une question que je pose comme ça, qui me vient à l'esprit, hein? Ou bien ça ne joue pas spécialement? Je pense à Onfray parce que bon, c'est pas un grand philosophe à mes yeux, certainement pas, mais enfin c'est un public qui a une grande un philosophe qui a une grande visibilité, parce qu'il passe dans toutes les émissions littéraires. On fait beaucoup de fois quand un de ses ouvrages sort dans les magazines, l'Express, le Nouvel Obs, etc. Et le fait qu'il ait publié sa contre-histoire là en livre de poche maintenant, est-ce que ça fait vraiment un raz-de-marée ou pas du tout? Ou bien est-ce que c'est vraiment un phénomène qui est gonflé par les médias? Ça fait pas spécialement un raz-de-marée, mais c'est un auteur que certains lecteurs suivent régulièrement. Oui.
Et maintenant, il est un petit peu retombé dans le sens où, bon, il a une très forte production d'écrivains. C'est presque journalistique. Hein. Voilà, donc voilà, il ne fait plus que ça, écrire et donner cours. Et donc les gens ont tendance à, sauf quand c'est le livre polémique sur Freud, évidemment, mais la contre-philosophie, je crois qu'elle n'a pas eu autant de succès en poche parce qu'elle a eu énormément de succès en CD audio. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que là... Mais à un prix nettement plus élevé. C'est pour ça, puisqu'on parlait de la crise économique, je me disais que ceux qui ne peuvent pas acheter les coffrets de 10 CD fois 10 coffrets, hein, ça revient vraiment finalement très cher parce que c'est chaque fois 80 €, je crois, par coffret de 10, tandis qu'avec un livre de poche, avec 7 €, 8 €, ben voilà, on a la même chose. Oui, mais le fait est que ceux qui vont acheter les CD à 88 €, ils les ont et préfèrent les mettre là et ne pas s'énerver dans les embouteillages. Ah oui, bien et sûr. ceux qui n'en ont pas, eh bien, ils copient sur Internet les cours de Onfray qu'ils ont en direct. Et ils les impriment, ils les enregistrent, ils font tout. Ah oui, oui, oui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les 10 petits doigts de la nouvelle génération sont extrêmement rapides pour le piratage. Ah oui, ça c'est sûr. C'est moi qui suis un peu déphasé, en fait. Non. Alors, on avait convenu de parler des secteurs qui ne ressortissent pas directement pas de ta compétence, parce que ce serait exagéré, mais je dirais de ta responsabilité, à savoir le domaine de la jeunesse, le domaine des romans, le domaine de l'histoire. Et alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu également de la lecture numérique. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur ces autres secteurs, tant du point de vue des tendances lourdes et éventuellement, je ne sais pas si tu as des renseignements à ce sujet-là, de la sociologie du lectorat. Peut-être pas, mais alors tu me le diras rapidement. D'accord. Alors pour rebondir sur ce qu'on venait de dire au niveau de l'économie, ben évidemment, comme on a dit, ça se ressent sur l'édition du livre. Ça se ressent aussi dans l'édition du livre en voyage, par exemple. Les gens partent moins longuement en vacances, mais plus souvent. Donc ils font des moins longs séjours, mais font plus souvent des petits week-ends. Quoi, des city trips, quoi. Des city trips. Oui. Ce qui a évidemment fait fleurir tous les petits guides de week-end. Bien sûr, oui. Qui n'existaient pas avant. Donc il y a le petit week-end à Berlin, à New York, et puis on a même diversifié. On a fait le petit week-end juste de balade, ou bien le petit week-end juste de shopping. Et donc chaque fois on a, si vous voulez, un peu comme une pyramide, ciblé de plus en plus vers un type de voyageurs, vers un type de week-end, le pourquoi du week-end, le pourquoi du voyage, et évidemment les guides qui sont plus généraux restent toujours d'actualité. Les Michelin restent toujours en bonne place, les Only Planet ont explosé puisque d'abord ils étaient que en anglais, puis ils se sont mis à les faire en français aussi. Il y en a d'autres qui ont beaucoup copié, et le Routard, et Géo, etc. Donc on trouve toute une palette de guides qui sont à des prix assez différents. Du fait, vous pouvez aller un week-end, 10 jours, un mois, 6 mois, en emportant toujours un guide qui se trouve être tout à fait adéquat au voyage que vous faites. En jeunesse, pareil, ça a énormément évolué. Quand on suit la psychologie du développement de l'enfant et que l'on comprend son évolution depuis 0 à 3 ans et puis de 3 à 6 ans, etc. Les livres de jeunesse l'ont compris. On a des livres de rang, on a des livres avec des touchés, on a des livres qui sont presque interactifs puisque le lettrage n'est plus horizontal. Quand on a froid, il fait brrr et il est en sinusoïdal. Ça c'est Géronimo. Oui, je ne sais plus. Enfin bon, ce sont des livres qui ont énormément évolué. Alors, et qui ont du succès alors. Et qui ont énormément. Ah oui, les parents craquent toujours pour leur petit bout. Hein. Ça a même un petit côté un peu et commercial. Ces livres coûtent cher ou... Ils coûtent très cher. Ah, oui. Puis vous avez ces livres qu'on ouvre maintenant et qui sont
qui s'ouvre, oui, qui oui, prend une demi-boule, quoi. Enfin, oui, avec tout un village oui, construit en papier à l'intérieur. Et puis, il y a des livres interactifs, c'est-à-dire que vous ouvrez, puis il y a des petites enveloppes. Par exemple, pour en prendre un que j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est le livre des pirates, où vous avez des petites lettres faites en parchemin, etc. Oui, je comprends. On recherche le trésor, oui. Voilà, et tout est interactif. L'enfant peut ouvrir, toucher, jouer, tirer, renifler, tout sauf casser le livre. Mais c'est extraordinaire le progrès qui a été fait en jeunesse. En littérature, je pense qu'il y a un statu quo à ce niveau-là pour les rentrées littéraires, d'ailleurs, qui va s'annoncer bientôt, pour les écrivains connus, qu'on attend toujours avec des grandes oreilles, si je peux dire. Et puis, il y a les découvertes, ceux dont c'est le premier roman, qui vont se faire une place pour la première fois dans la maison. Vont-ils ou ne vont-ils pas se vendre? Vont-ils ou ne vont-ils pas avoir leur succès? Et là aussi, c'est la critique littéraire qui va plutôt guider les lecteurs. Les lecteurs qui lisent la critique littéraire, les autres, ils restent vraiment cantonnés à certains auteurs qu'ils lisent toujours, dont ils ont toujours envie de lire les livres et qui attendent le prochain livre avec impatience. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la découverte des nouveaux auteurs, évidemment. C'est ça. Et au fond, les prix littéraires, c'est fin septembre, je ne sais plus. C'est quand pour les grands, les romans, là, le prix Médicis, le prix l'Académie Goncourt, ça doit être septembre, octobre, quelque chose comme ça, il me semble. Pour le concours, je crois, oui. puisqu'on en parle déjà depuis le mois de juin. Oui, oui. Il est nominé au prix concours. Il y en a des prix. Il y a le prix Nobel, il y a le prix Féminin, il y a le prix concours. Et puis, mais ils sortent comme ça, généralement en 3 semaines, il y a je ne sais pas combien d'académies qui se réunissent, le prix Féminin, le prix Médicis, oui, c'est une manière Goncourt. Aussi, je pense, c'est pas anodin les dates, oui, c'est une manière aussi de booster. Tout à fait. Parce qu'il faut se dire qu'en septembre, il y a plus de 700 romans qui vont arriver. Donc c'est énorme. Et il paraît que cette année-ci, ils sortent même plutôt, ils arrivent vers le 15 août déjà en librairie. J'ai entendu un libraire bruxellois, sans doute une maison concurrente, un grand libraire bruxellois, disait que depuis le 15 août, ça n'arrête pas d'arriver, que c'est tout à fait exceptionnel, alors que d'habitude, ça arrivait plus tard. Alors, ça c'est pour la jeunesse. On a parlé, oui, dans le domaine de l'histoire, et tu as l'une ou l'autre chose à dire éventuellement? Tu as parlé tout à l'heure de l'histoire ultra contemporaine, polémique, où les gens achètent en fonction justement d'émissions style c'est dans l'air. Mais pour, je dirais, les périodes plus anciennes, est-ce qu'il y a toujours un goût pour la biographie ou c'est une question que je te pose? Oui, il y a un goût assez prononcé pour la biographie. Pour la biographie. Oui, on a toujours envie de lire la vie de la reine. C'est ça. X ou de Catherine de Médicis. Voilà, oui, non, ça. Mais ça, je pense que ça restera toujours, parce que ce sont des espèces de sagas pour les gens. Donc, ce sont des histoires à la fois où il y a tous les ingrédients qu'il faut pour tenir un lecteur en haleine. Il y a le pouvoir, c'est des sagas familiales, souvent. Voilà, il y a l'un ou l'autre meurtre, puis on écrase un frère. Voilà. Et alors on se sent comme ça très civilisé après avoir lu ces livres-là. Exactement. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce que l'on entend par lecture numérique. Alors, la lecture numérique... Va-t-elle révolutionner véritablement le domaine de la lecture, ou bien est-ce que ce sera qu'un feu de paille qui s'éteindra? Alors, nul ne peut prédire l'avenir. Je ne peux vous donner que mes impressions, donc je ne sais pas comment cela va se dérouler. Parce que c'est un support quand même qui est peut-être pas très agréable. Enfin bon, moi je suis un vieux lecteur, évidemment. Oui. Alors, peut-être que pour notre génération, on gardera le livre papier. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. C'est le toucher, c'est l'odeur, c'est plein de choses comme ça. Peut-être pas pour les nouvelles générations, parce que déjà, ils sont terriblement habitués à l'ordinateur dès le début. Oui. Les ordinateurs sont devenus un matériel éducatif et pédagogique, même dans les écoles.
Il y a des enfants qui n'ont jamais lu un livre, mais qui ont déjà passé des heures à jouer sur l'ordinateur, voire même à lire sur l'ordinateur ou à apprendre à lire, puisqu'on fait des petits programmes maintenant, même pour les 2-3 ans. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans la norme pour eux, ça fait partie de leur vie. Alors le livre numérique qu'on appelle le Kindle maintenant, sur le modem de vente Amazon, le livre numérique a dépassé le livre papier. Déjà. Ah bon? Déjà. Pour 100 livres papier, on a déjà vendu 148 livres numériques. Bon, alors, voilà. Alors, les avantages, évidemment, c'est que c'est facilement transportable. Pour les gens qui sont souvent en voyage, ils ont l'impression qu'ils n'ont qu'un livre ou un petit ordinateur. Oui, oui. Pour les personnes âgées, c'est extrêmement intéressant puisqu'on peut agrandir les caractères. Ah oui, bien sûr. Pour les petits-enfants, c'est extrêmement ludique puisque ça leur fait penser à leur ordinateur. Et puis aussi parce que certains domaines, comme la BD, vont s'engouffrer dans le livre numérique. Ça, c'est sûr. Tant et si bien qu'il y a certains contrats déjà qui ont été écrits entre les dessinateurs et les auteurs de BD et les lecteurs numériques, où ce sera suivi par série, c'est-à-dire qu'il vous sera impossible d'acheter le livre 2 en librairie pour savoir la suite, il ne sera que sur lecture numérique. Enfin, ce sera et ce sont des livres, parce que bon, moi je n'ai pas accès, enfin je n'ai pas eu encore accès à ce genre de livres. Il y a du texte ou de l'image, enfin, mais il n'y a pas moyen, comment dirais-je, d'apostiller ou de noter dans ces livres. C'est seulement du texte, donc on ne peut pas avoir l'avantage du livre papier où l'on crayonne des petites remarques dans la marge, où on souligne les phrases importantes. Comment ça fonctionne? Non, mais à mon avis, d'abord c'est du texte. Oui. Et puis certains, maintenant, sont déjà interactifs. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. On va imaginer, et quand j'en parle avec mes enfants, ils trouvent ça tout à fait normal, on va imaginer que un texte parle de la Joconde. Oui. Eh bien, on peut cliquer déjà sur la Joconde et voir le tableau de la Joconde. Voilà. Si dans un texte on déambule dans les galeries du Louvre, on pourra peut-être déambuler dans les galeries du Louvre numériquement pour voir où l'auteur veut nous emmener. Évidemment, c'est plus attrayant voilà. qu'un vieux livre poussiéreux, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et en cela, je crois que le livre ne mourra jamais, parce qu'il y aura toujours le fait d'avoir le support livre d'abord pour le scanner ensuite. Ah. Donc voilà. Par exemple, pour avoir un livre numérique, actuellement, vous êtes obligé de scanner page par page. Maintenant, les Japonais ont trouvé un super Mais comment scanner. on peut pas taper ça directement pour que ça apparaisse? Oui, mais pour ceux qui sont en bibliothèque. Ah oui, pour les anciens. Les manuscrits. Les anciens, ah oui, bien sûr, ça de toute façon. Alors maintenant, les Japonais ont trouvé le super scanner, c'est-à-dire un scanner qui scanne rien qu'en éventant le livre page par page du bout du pouce. Donc, le scan d'un livre dure 8 secondes. Donc, vous pensez bien que le gain de temps, à ce moment-là, est un gain d'argent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voudrais maintenant, à moins que tu aies quelque chose à ajouter à ce sujet-là? Non. T'interroger sur l'édition en général, et plus particulièrement en Belgique et en France, bien sûr. Pourrais-tu nous expliquer, entre autres choses, pourquoi les livres sont plus chers en Belgique qu'en France? Parce que beaucoup de lecteurs peuvent se poser la question de ce petit cache que l'on trouve sur la page arrière de couverture. Et si on parvient à l'enlever, d'ailleurs, ce cache, on verra que le prix du livre en France est de 2,5 € moins cher qu'en Belgique. Et nous parler plus généralement de la manière dont se porte l'édition à l'heure actuelle, en faisant peut-être une comparaison peut-être avec l'édition dans les pays anglo-saxons. Alors, en gros, pour l'édition qui est... Parce que nous dépendons quand même de l'édition française. En général, il y a des éditeurs belges, bien sûr, mais le gros, c'est quand même des Français.
Donc pour aller très vite, les grands mangent les petits. Ceux qui ont une puissance financière et un grand éventail peuvent manger les petits. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'édition a changé. Alors, on peut à ce propos lire L'argent et les mots d'André Chiffrin, et il a écrit un très beau livre aussi qui s'appelle L'édition sans éditeur. Tu peux nous donner l'éditeur, parce que là, ça vaut la peine. Et l'édition, c'est La Fabrique. La Fabrique. La Fabrique. Voilà. Et André Chiffrin, c'est le fils du célèbre monsieur qui a créé la Pléiade. Ah. Et donc après Une la référence. guerre, pendant la guerre, Un beau pédigré. voilà, pendant la guerre, donc ils ont Oui. fui aux États-Unis en tant que juif. Et là, il a travaillé dans une maison d'édition. dans Tu une- pourrais épeler ce nom, parce que Alors, pour les Chiffrin, auditeurs... SCHI2FRIN. Merci. Aux éditions La Fabrique. Voilà. Et alors, lui, évidemment, son livre est extrêmement intéressant. Ses livres sur l'édition sont extrêmement intéressants, mais elle parle surtout de l'édition anglo-saxonne et vraiment de l'édition américaine. Donc, on peut se dire que ça ne va pas tarder à arriver ici et que les mêmes processus ne vont pas nous épargner, puisque c'est vraiment dans une idée néolibérale, dans la globalisation et du capitalisme à outrance, où le livre est un objet de commerce. Le livre n'est plus un objet de savoir, de connaissance ou d'éducation. Le livre devient un atout commercial. Donc on va commencer à spéculer sur le livre comme on spécule sur d'autres marchandises. Alors, à ce propos, pourquoi les livres sont plus chers en Belgique? Parce qu'il existe ce qu'on appelle la tabelle. Alors, il y a un centre qui s'appelle le Centre d'information des organisations de consommateurs, qu'on appelle CRIOC, qui, eux, critiquent les Dirigé par distributeurs. M. Van der Kammen. Critique les distributeurs dont les deux grosses têtes en Belgique sont Dilibel et Interforum, Benelux, en disant Ce sont les distributeurs, j'ai pas entendu. les Les distributeurs. distributeurs de livres, Donc, oui. oui, les distributeurs de livres. Hein. Donc, il dit, dans un contexte quand même de crise, les jeunes lisent de moins en moins, c'est une crise financière pour tout le monde. Et la tabelle, qu'est-ce que c'est? En fait, ils disent que la tabelle, c'est un espèce de reliquat de douane. C'est-à-dire c'est comme si c'était une taxe douanière. Alors que les biens sont censés circuler librement et sans... Oui, enfin librement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas augmenter le prix, évidemment, Non, mais enfin alors- on peut imaginer quand même que dans un système de concurrence, on Alors- essaye quand même d'attirer les gens aussi. Alors, les distributeurs disent que c'est, une taxe douanière, deux, une manière aussi de compenser l'échange entre le franc français et le franc belge. Ce sont deux arguments qui tombent, évidemment, puisque Oui, on a l'euro maintenant, de toute façon. on est à l'euro de 1. Oui, donc ça n'a plus de... Et de 2, faire arriver un livre à Bruxelles, Ben oui, c'est 300 km, et à Marseille, c'est 600 km. Oui, tout à fait, donc c'est voilà. insensé. Voilà, donc c'est complètement insensé. Oui, oui. Et depuis que c'est insensé, donc il y a eu une plainte des libraires belges Oui, oui. Auprès du Conseil de la concurrence en 2006. Oui. Il y a eu une instruction, mais on attend toujours que le ministre de l'économie fait en sorte que ça se fasse Ah en oui. pratique, puisque Ah ouais. les arguments ne sont plus... Parce que ça a l'air de rien, parfois, avec, ça fait s'il y a une différence de ne fût-ce que 2 euros sur 3 ou 4 livres, on a un livre supplémentaire, après, Voilà. on a un 4e livre pour les 3 qu'on achète, quoi. Voilà. C'est ça. Et alors, imaginez un auteur belge qui vend son livre en Belgique plus cher qu'en France. C'est plutôt Oui, frustrant, c'est non? scandaleux, même. Voilà. C'est même scandaleux, oui. Voilà. Donc, cette tabelle ne devrait plus être en cours depuis au moins 2006, puisqu'elle a été, elle a été abrogée, je pense. Hein. Mais voilà pourquoi le livre belge est plus cher qu'en France. Et le livre en France, d'après la loi de Jack Lang en 1981, Oui, c'est le prix unique oui. pour éviter la concurrence. Donc, le routard, il est le même si Mhm. il est au même prix que vous l'achetez dans des grandes surfaces ou dans une petite librairie. Tandis que chez nous,
il y a quand même cette majoration qui nous porte préjudice. Et malheureusement, c'est un problème qui reste interne aux libraires. Donc, ce sont les petits libraires indépendants qui doivent se défendre par rapport à ça. Mais on devrait en parler beaucoup plus pour que tous les gens qui contestent ce prix chez nous tous les jours ne font pas que contester le prix chez nous, parce que nous n'y pouvons rien en tant que libraires. Mais par contre, on peut évidemment contester au niveau des instances politiques, au ministre de l'économie et des choses comme ça, mais il faut que ça se fasse, il faut que ce soit en pratique, parce que ça n'a aucun sens tout d'un coup. Je voudrais te poser une question maintenant par rapport à l'évolution, je dirais, sur plusieurs dizaines d'années. Je ne sais pas si tu pourras me répondre. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent ou quand j'étais étudiant à l'université, il y avait peut-être, me semble-t-il, une grosse librairie à Bruxelles. C'était Libris, avenue de la Toison d'Or, qui n'était pas d'ailleurs à l'endroit où elle se trouve maintenant. Et depuis donc une bonne trentaine d'années maintenant, on a vu apparaître d'autres grandes librairies ou surfaces de livres. Ce sera à toi peut-être à faire la différence entre les deux, du style, il y a Tropisme, il y a Filigrane, il y a la Fnac, il y en a peut-être d'autres qui ne me viennent peut-être pas directement à l'esprit, il y a peut-être Volubilis aussi. Or, on a l'impression que l'on vend de plus en plus de livres. Or, les gens ont de moins en moins le temps, parce qu'ils sont, attirés par toute une série d'autres occupations. Évidemment, on va me dire qu'il y a peut-être plus de pré-retraités que jadis, mais est-ce que vraiment la lecture aurait progressé à ce point en 30 ou 40 ans que l'on puisse vendre beaucoup plus de livres, ou bien est-ce que la durée de vie d'un livre, s'il ne se vend pas, est peut-être plus courte qu'avant et que l'on envoie peut-être plus rapidement au pilon. Donc si un livre ne se vend pas rapidement, après quelques mois, tous ces livres repartent à la destruction. C'est une question que je me pose. On publie quand même énormément. Il y a plus de surface, de grandes surfaces de livres qu'avant. Il est possible aussi que beaucoup de petites librairies aient disparu. Ça, il faudrait faire la distinction entre les deux. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas? Parce que j'ai l'impression que on vend beaucoup plus de livres, et j'ai l'impression, quand je vois parmi mes amis ou parmi beaucoup de gens, que les gens lisent moins. Ils achètent peut-être des livres, mais ils n'ont pas le temps de les lire. Donc j'ai l'impression que de plus en plus, les livres, ce sont des produits que l'on achète, peut-être on en lit certains, mais que beaucoup de livres sont rangés dans les bibliothèques, comme ça. Ça fait peut-être bien d'avoir une belle bibliothèque, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Tu ne pourras peut-être pas du tout répondre à cette question, d'autant plus qu'elle vient sans que tu n'aies eu l'occasion de réfléchir ou de creuser la question. Mais je m'interroge vraiment, parce que je me souviens vraiment, il y a 35 ans, il n'y avait que Libris. Et entre-temps, c'est peut-être il y a 30 ans, peut-être que d'autres livres, grandes surfaces de livres sont apparues. Je parle des grandes surfaces, je ne parle pas des petits libraires. Est-ce que tu peux me donner des éléments de réponse, ou tu penses que ça mériterait une étude en tant que telle et que tu ne pourrais pas me répondre comme ça d'emblée maintenant à cette impression qui n'est peut-être qu'une impression C'est vrai qu'il y a le paradoxe du fait qu'il y ait de plus en plus de production de livres, qu'on vend de plus en plus de livres, mais que les gens lisent de moins en moins. Voilà. Mais ceux qui lisent de moins en moins, c'est la tranche d'âge des jeunes. Ça, c'est bien ciblé. Donc, les gens lisent. Maintenant, est-ce qu'ils lisent tous les livres qu'ils achètent? Je ne sais pas. Et parfois, j'en doute quand je vois la pile de livres qui m'attend à lire. C'est ça, oui. Non, et pourtant, je suis une bonne lectrice. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la production de livres est très différente d'il y a 30 ans. J'ai l'impression qu'avant, c'était un auteur, un vrai auteur, ou un nouvel auteur, qui écrivait une histoire, et à travers cette histoire, on pouvait soit aimer le fond de l'histoire ou la forme,
ou le style littéraire, ou le style français qu'il emploie, ou pour plein de raisons différentes. Maintenant, on est aussi dans la production de livres qui ne sont pas nécessaires, je dirais. Ce ne sont pas des livres instructifs, ce ne sont pas des livres de la connaissance et du savoir, ce sont des biographies de stars, des livres sensationnalistes où tout d'un coup, Brigitte Bardot écrit sur nos amis les animaux, et vous allez avoir une ruée de gens qui vont acheter, soit parce qu'ils aiment les animaux, soit parce qu'ils aiment Brigitte Bardot. Voilà. Mais Brigitte Bardot va être au top des ventes par rapport à un grand écrivain comme Pessoa ou d'autres. Donc, les choix sont différents. Les choix, je dirais, ont fort diminué dans le sens où maintenant tout le monde peut écrire son autobiographie, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a envie de raconter ce qui lui est arrivé, alors qu'il soit footballeur, tennisman, acteur ou chanteur, mais ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Il y avait des biographies, mais c'était de gens célèbres. Il y avait, par exemple, quelque chose qui me paraît complètement absurde, c'est quand je vois les mémoires de quelqu'un qui est encore vivant. Il écrit ses mémoires et il a peut-être encore 20 ans à vivre. Donc voilà. Et je pense que cela rentre vraiment dans un créneau commercial. Et c'est peut-être pour ça que je les aime pas. Mais alors, là, tu es en train de parler de, sans doute, l'essentiel des ventes sur le plan quantitatif, en termes de chiffre d'affaires, incontestablement. Mais pour le secteur qui est le tien, c'est-à-dire les sciences humaines, c'est beaucoup plus pointu et c'est un lectorat de qualité, donc c'est pas le tout venant que tu as l'occasion de rencontrer. Est-ce que les gens achèteraient peut-être plus parce qu'ils ont besoin d'avoir une bibliothèque de référence à domicile? C'est peut-être pas des livres qu'ils lisent automatiquement, mais parce que, voilà, on doit avoir une bibliothèque bien constituée, même si on n'en lit qu'un chapitre, parce que là, c'est pas un roman. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, certainement. Il y a des gens comme ça, je les appelle les snobs. Alors, pour la petite anecdote, et c'est vrai, un monsieur m'a un jour demandé un livre de philosophie qui fait très mondain dans les dîners. Ah. Voilà, donc effectivement, il y a des gens qui doivent lire en diagonale, ou même en triple diagonale, pour pouvoir dire, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que leur vie est telle, ou parce que tout simplement ils sont idiots. Voilà, j'ai lu ce livre-là, ils vont dire 2-3 bêtises sur le sujet, ou effectivement ils savent très bien lire en diagonale, mais alors ils ne demandent pas un livre de cette façon-là. Oui, mais je pensais... plus modestement et plus humblement, je pensais à mon cas en particulier. Je lis beaucoup, il se fait que j'ai peut-être plus de temps pour lire que d'autres, mais il m'arrive souvent d'acheter des livres en sciences humaines ou dans ma spécialité l'histoire, des livres que je sais très bien ne pas pouvoir lire dans l'immédiat, mais je n'imagine pas de ne pas les avoir chez moi, pas du tout par snobisme dans mon cas, mais parce que je me dis, ben voilà, pour préparer un cours, j'aurais besoin de ce chapitre-là, et j'ai besoin d'avoir une bibliothèque de référence chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, je mets à côté les snobs dont tu parlais et qui doivent exister, enfin j'imagine, puisque tu en parles. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, aussi des jeunes qui se constituent une bibliothèque de référence, des jeunes chercheurs, des gens comme ça? Et comme il y a quand même une explosion, une démocratisation de l'enseignement supérieur universitaire depuis 40 ans, ne fût-ce qu'une demande qui existe de ce côté-là pour avoir peut-être Bourdieu ou Lévi-Strauss, l'œuvre complète, même si on n'en ira qu'une partie, mais parce qu'on n'imagine pas, quand on est anthropologue, de ne pas avoir l'œuvre de Lévi-Strauss chez soi. Tout à fait. Voilà, c'est une question que je me posais. Mais vous avez fait la question et la réponse, c'est tout à fait vrai, et je pense que je fais certainement partie de ces gens-là. Voilà, ben donc nous faisons partie du même groupe. Voilà. Et alors je terminerai par une toute dernière question, parce que l'émission touche à sa fin. J'ai abordé le sujet, il y a quelques minutes, des grandes librairies, en particulier à Bruxelles, puisque c'est la ville où nous nous trouvons. On a vu se développer des librairies qui ont pris une physionomie qu'on ne leur connaissait pas précédemment, c'est-à-dire qu'elles offrent des services, peut-être cela vient-il des pays anglo-saxons, je ne sais, à
où l'on trouve différents services. Mais est-ce que tu pourrais justement, sans citer évidemment le nom de ces librairies, c'est vraiment pas le but de l'émission, nous citer certaines, nous expliquer comment fonctionnent ces librairies, parce que bon, je les fréquente, ou bien moi-même j'en parle, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce phénomène de cette librairie qui n'est plus seulement une librairie, mais qui vend des produits, même si le livre reste le produit qui se vend le plus. Donc ce sont des surfaces, des sortes de supermarchés où l'on vend aux 3/4 des livres et pour 1/4 d'autres choses que des livres. Alors on ne sait pas ce qui attire les gens exactement, si c'est les livres qui attirent. Voilà, enfin je te laisse discourir sur le sujet. Je dirais que inversement proportionnel, c'est comme le cinéma où les gens vivent plus sur la vente du popcorn que sur le film. Exactement, voilà, oui, parce que ça revient au même. Oui. C'est un peu ça, c'est certainement une manière à la fois de compenser commercialement et aussi d'attirer un type de clientèle, mais aussi peut-être dans le but de rendre la vie agréable des gens, où on peut écouter de la musique, boire un verre, faire regarder ses enfants. Pour moi, alors... avec des fauteuils. Oui, avec, alors pour moi, il faut faire un lieu culturel. Oui, ça devient des centres. Oui, mais culturel, mais basé sur mais quand même de marché, quand même, parce oui, que le but c'est pas un centre culturel vraiment. Hein. Oui, c'est quand même un lieu où on veut vendre et faire du chiffre. Alors c'est un appât. C'est un appât. Quelque part. Oui. C'est un appât, bien sûr. C'est un appât. Mais moi, je trouve qu'une librairie doit rester une librairie avant tout, où l'essence même, c'est le rapport au livre, l'amour du livre, pas le snobisme de rencontrer tel et tel et de se dire, bon, ben, on s'est vu au même endroit, parce que j'entends bien parfois des clients... entre eux se dire « Oh, vous ici, ma chère, ça fait très chic d'être chez Schmulblu. » Mais je pense qu'ailleurs aussi. Le fait est que si on garde un esprit tout à fait libraire, on n'est pas dispersé dans différentes fonctions, on reste intéressé par le livre, ce que comporte le livre, qui l'achète, pourquoi il le lit. En fait, il y a un ami qui m'a un jour dit ce n'est pas tant le fait d'acheter ce livre, c'est le fait aussi de pourquoi acheter ce livre. Eh bien, à un moment donné de notre vie. Eh bien, je propose que ce soit le mot de la fin. Voilà, terminer sur une question, parce que je crois que c'est l'objet justement de ceux qui lisent dans le domaine des sciences humaines, c'est pas tellement de trouver des réponses toutes faites, mais de se poser les bonnes questions. Ce que Alia vient de faire est une excellente conclusion que nous n'avions pas prévue, comme le reste de l'émission d'ailleurs, et ça tombe très bien. Il me reste donc à terminer en remerciant encore une fois Alia Nefati pour ces informations éclairées, puisqu'elles sont faites à partir du terrain, et non pas à partir d'études universitaires peut-être très savantes, mais qui ne reflètent peut-être pas toujours